Bon après-midi, chers amis. Je suis très heureux de me retrouver parmi vous pour vous présenter ma 4e conférence sur les grands jardins du monde. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous décrire les grands jardins qu'on va visiter aujourd'hui. Alors, dans la première partie de la conférence, on va visiter d'abord les jardins du château de Fontainebleau. Va suivre le jardin botanique de Shanghai en Chine, puis les jardins de Kew en Angleterre. Kew, ça s'appelle K-E-W. Et on va terminer la première partie en visitant le domaine joli de Lotbinière au Québec. Après la pause, on va se diriger vers l'Italie pour visiter les jardins de la Villa Lante. Puis nous allons faire un saut en Autriche pour voir les jardins du Belvédère, suivi du jardin botanique de Brooklyn aux États-Unis. Et nous allons conclure par une visite au jardin botanique de Curitiba au Brésil. Un joli tour de planète, quoi. Alors, on va commencer tout de suite par le château de Fontainebleau. Fontainebleau, c'est un château qui est situé dans un parc immense qui servait de terrain de chasse au roi de France depuis le 12e siècle. Il a été transformé et embelli au 16e siècle par François Ier, qui voulait en faire une nouvelle Rome, rien de moins. Le château est entouré de vastes parcs. Ce château, auquel contribuaient des artistes italiens réputés, a été le lieu de rencontre entre l'art de la Renaissance et les traditions françaises. Les jardins de Fontainebleau sont également connus pour les transformations, ont connu des transformations importantes au cours des siècles. À l'est, le grand jardin composé à l'origine d'une série de parterres de fleurs séparés par un canal. Il a été redessiné par André Le Nôtre, l'éventuel concepteur du jardin de Versailles, et peu après, simplifié pour prendre sa physionomie actuelle avec ses parterres de pelouse. Depuis 1981, ce domaine est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sous le règne de Louis XIV, on a observé une profonde modification des jardins entre 1645 et 1646, quand Anne d'Autriche a fait redessiner le jardin de Diane par Le Nôtre, lequel, avec Louis Levaux, modifié le parterre en installant notamment au centre une fontaine de rocaille. C'est en 1661-62 que Le Nôtre a créé la fontaine le bassin des Cascades, pardon. Le parc de Fontainebleau s'étend sur 115 hectares. Le jardin de Diane, au nord du château, a été créé à l'origine par Catherine de Médicis pour un espace déjà aménagé par François Ier et portant à l'époque le nom du jardin de la Reine. Pourquoi Diane? C'est que Diane est la déesse de la chasse. C'est tout à fait approprié pour ce terrain de chasse. Au centre du jardin, on peut découvrir la fontaine. Voilà, c'est Henri IV qui c'est sous lui qu'a été créée la fontaine de Diane, qui est la seule survivante de cette époque. Voilà la fontaine de Diane. Vous remarquerez qu'elle est entourée de 4 têtes de cerf sur la base et de chiens pour la chasse à courre. La légende raconte que le nom de Fontainebleau viendrait du nom du chien de chasse Blot, qu'un des rois appréciait beaucoup. L'animal, un jour, aurait découvert une source d'eau, celle-ci qu'on voit à l'écran, lors d'une chasse à courre. L'ancienne forêt fut alors affublée du nom de Fontaine de Blot, ce qui a été déformé avec le temps et est devenu Fontainebleau. Les jardins à l'anglaise. Abandonné après la Révolution française de 1789, l'espace constitue aujourd'hui
à l'anglaise a été recréé en 1812 selon les vœux de Napoléon Ier. Même si Napoléon Ier n'approuvait pas tellement ce type de jardin, il n'avait pas le choix parce que ça correspondait à la mode du temps. Le jardin est maintenant composé de bosquets et d'une rivière artificielle. Les arbres qu'on y trouve sont des épinettes, des cyprès, des tulipiers de Virginie, avec leurs fleurs, et des séphoras du Japon. Le jardin est orné de plusieurs sculptures, parmi lesquelles se trouvent le gladiateur Borghese et le gladiateur mourant. La grotte du Jardin des Pins. Cette grotte, située au rez-de-chaussée du pavillon dans la cour du Cheval Blanc, est caractérisée par le goût pour les nymphes au 16e siècle, avec des arcades à bossage rustique. La grotte des Pins a fait l'objet d'importantes restaurations en 1984, puis en 2007, qui ont permis de rétablir la composition initiale du décor, de la voûte, et de replacer le sol à son ancien niveau. C'est un exemple précoce de grotte artificielle en France. Celle-ci termine l'extrémité de l'aile Louis XV construite à la place de la galerie d'Ulysse. C'est une grotte maniériste à l'italienne qui s'ouvre par 3 arcades en blocs de grès taillés à la manière rustique. Les piliers sont constitués de personnages monumentaux qui semblent emprisonnés dans la pierre. Ils représentent les forces de la nature environnante cédant au miracle de l'art. L'étang des Carpes. Au centre d'un vaste étang peuplé de carpes s'élève le pavillon de l'étang, qui est un petit abri d'agrément octogonal à toiture basse qui est très sobrement décoré. C'était jadis un marécage que François Ier avait fait transformer en pièce d'eau décorative, lançant ainsi la mode du miroir d'eau qui connut la faveur des Français avant d'être imité partout en Europe. Le Grand Parterre, aussi appelé le Grand Jardin, a été créé sous François Ier et retracé sous Henri IV, puis redessiné par André Le Nôtre. C'est le plus vaste d'Europe avec ses 11 hectares. Ce fut le principal aménagement sous Louis XIV exécuté par Le Nôtre et Le Vau. Les broderies en buis ont disparu sous Louis XIV. Il reste le tracé général des compartiments d'herbes, des bassins ornés de statues, dont celui des Cascades, regardant à l'est vers le canal d'Henri IV. Depuis 1817, une large vasque, appelée le pot bouillant, prend place en son centre. 4 déesses en grès sculptées en 1664 marquent depuis Louis XIV la frontière entre le parterre et le parc. Je voudrais m'excuser auprès des amateurs de fleurs parmi vous, mais je n'ai pas pu en trouver beaucoup à Fontainebleau. Celui qui est à blâmer, je pense, c'est celui qui a redessiné les jardins, André Le Nôtre. Vous savez pourquoi? Je pense que M. Le Nôtre ne voulait que des éléments qui ne changeaient pas d'aspect au cours d'une année. Or, les fleurs, ça éclot, ça pousse et ça se fane, hélas. On se transportait maintenant du côté de la Chine, à Shanghai. Ce jardin est vraiment immense puisqu'il s'étend sur 207 hectares. Créé ces dernières années, il ne comporte pas moins de 26 jardins thématiques, 3 énormes serres aux design ultramodernes et pas du tout traditionnels, et 600 employés qui veillent à son entretien quotidien. Près d'1 million de visiteurs le fréquentent à chaque année. Il ne faut pas oublier qu'on est en Chine où les chiffres peuvent paraître excessifs. Ce superbe jardin étonnamment a un lien direct avec le Québec. En 2014, les autorités chinoises ont convaincu M. Gilles Vincent, qui était alors directeur du Jardin botanique de Montréal depuis de nombreuses années, de quitter son poste pour devenir conseiller de ce tout dernier jardin botanique à être inauguré en Chine, qui ne vise rien de moins que de devenir l'un des plus importants de la planète.
Certains obstacles sont apparus lorsque les travaux d'aménagement ont été entrepris en 2007. Le sol du site était de nature argileuse et saline. De plus, la nappe phréatique était seulement à une profondeur de 2,8 mètres sous la surface. Pour contourner le problème du sol et de la nappe phréatique, on a conçu un immense cordon de terre long de 45 km, d'une largeur de 200 mètres et d'une hauteur de 6 mètres. Ce cordon entoure l'ensemble de ce jardin. Le jardin de la Carrière. C'est l'un des principaux jardins thématiques car il occupe près de 10 hectares à lui seul. Ses falaises escarpées, ses lacs et ses points de vue spectaculaires lui confèrent un aspect absolument unique. Un hôtel assez original a été construit au fond de la carrière. Les 3 serres du jardin surprennent par leur aspect futuriste et par leur grandeur. On y cultive des plantes ornementales et des cactus, en plus des plantes exotiques et rares. Le parc aquatique. Dans ce jardin qui s'étend sur 1/3 d'hectare, on présente des plantes aquatiques ornementales, comestibles, et aussi la fameuse plante qu'on voit à l'écran, la Victoria amazonica, qui est originaire d'Amérique du Sud et qui peut grandir jusqu'à 3 mètres de diamètre, c'est-à-dire 10 pieds de diamètre. C'est énorme. Cette plante exceptionnelle peut supporter un poids de 40 kg sans caler. La roseraie. Pour ce qui est des fleurs ornementales, la roseraie grande de 1,5 hectare comprend plus de 500 cultivars provenant de divers groupes de rosiers. Le jardin des iris. Celui-ci présente plus de 600 espèces de cultivars. Dans le parc de la flore de l'Orient, qui est le plus grand avec ses 56 hectares, il joue un rôle important car il présente plus de 800 espèces de la flore locale. La construction de ce jardin a coûté $1,5 milliard. En tout, 56 bassins ont été creusés, lesquels sont reliés aux cours d'eau qui traversent le jardin. Ces bassins servent de laboratoire à ciel ouvert où différents écosystèmes sont testés quant à leur capacité de dépollution d'un cours d'eau. Les chercheurs affectés à ces études collaborent avec l'Université de Montréal. Ce coin paradisiaque est devenu le terrain de jeu du Montréalais Gilles Vincent. Après 13 ans passés à la direction du Jardin botanique, il a été l'unique conseiller étranger à temps plein au Jardin de Shanghai. Pour lui, le rôle d'un botaniste est bien plus que de trouver le bon arrangement floral. Il peut aussi trouver des plantes susceptibles d'absorber les métaux lourds contenus dans les eaux polluées. Cet enjeu est crucial en Chine, l'un des pays les plus pollués de la planète. Les résultats de ces recherches en collaboration avec l'Université de Montréal sont remarquables. Malgré un sol souillé, les plantes survivent et emmagasinent les métaux lourds nocifs. Gilles Vincent espère apporter au moins des pistes de réflexion qui pourraient aider ce pays à vaincre l'un de ses pires fléaux, la pollution. Les serres du Jardin botanique de Shanghai servent à produire des fleurs ornementales qui vont garnir les divers jardins thématiques. La population de la ville de Shanghai était de 27 millions selon le recensement de 2019. C'est la ville la plus populeuse et la plus cosmopolite du pays, de la Chine. C'est 3 fois la population du Québec dans une seule ville, imaginez. Elle est une métropole du monde au même titre que New York, Londres, Paris et Tokyo. On va se déplacer maintenant vers l'Angleterre. Oups, excusez. Les jardins de Kew. Il s'agit d'un ensemble de jardins et de serres situés à l'ouest de Londres. Sur une superficie de 121 hectares, ils abritent l'une des plus importantes collections de plantes au monde, soit plus de 300 000 espèces de végétaux, ainsi qu'un centre de recherche très réputé. Fondé en 1759, ce lieu est devenu emblématique de l'époque victorienne,
où se présentent à chaque année 2 millions de visiteurs. Ce site fait bien sûr partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. En 1840, après une période de déclin, les jardins reçurent l'appellation officielle de Jardins botaniques nationaux. Typiquement victorienne, il a touché à cette époque que a été construite la plus vaste serre typiquement victorienne appelée Palm House, première construction d'envergure utilisant une structure en fonte et en verre. La collection des plantes s'est vite enrichie des apports venus de tous les coins du globe. C'était l'époque, il faut dire, où de tous les coins du globe, parce qu'à cette époque-là, on disait que le soleil ne se couchait pas sur l'Empire britannique, qui était réparti pas mal partout à travers le monde. Alors, on rapportait des plantes exotiques de ces endroits-là et on les emmagasinait dans la serre qu'on voit là. C'est ainsi que les connaissances ont permis de produire du caoutchouc en Malaisie, du quinquine en Inde et du café au Sri Lanka. On trouve au Jardin de Kew une bibliothèque qui contient plus de 750 000 livres et périodiques. Alors, cette serre, le Palm House, sans être la plus vaste, le Palm House est la construction la plus connue des jardins. Elle abrite une collection de palmiers et de cactus et une grande variété d'arbres tropicaux. Chaque carreau de cette serre ancienne a été fait à la main pour s'adapter à la forme très particulière de la serre. À l'origine, cette serre était chauffée au charbon, la fumée étant évacuée en haut de la cheminée en forme de campanile italien, imaginez. Une autre serre, le Temperate House. Cette serre est dédiée aux plantes de climat subtropical, humide et méditerranéen. Elle est 2 fois plus grande que le Palm House, ce qui en fait la plus grande serre victorienne encore existante au monde. On l'a construite à cause de l'arrivée massive des plantes venues des 4 coins du monde, le Palm House n'ayant pas la capacité de toutes les accueillir. Vers 1975, de sérieuses restaurations sont entreprises pour réparer la structure métallique qui était endommagée. 2 ailes se sont ajoutées à ce moment-là, une pour les plantes du Pacifique Sud, une autre pour représenter les plantes africaines. Le conservatoire de la princesse de Galles, qui a été inauguré par la princesse Diana en 1987, c'est la serre la plus complexe de ces jardins. En effet, elle est compartimentée en 10 sections au climat extrêmement différent. Le tout étant contrôlé par ordinateur. Les 2 zones bioclimatiques les plus importantes sont celles des déserts et celles des forêts tropicales, complétées par des sections plus petites telles que les plantes Amorphophallus, qu'on voit ici, la plante très caractéristique et énorme, les orchidées, les fougères, les oiseaux du paradis, etc. Une autre serre, l'Alpine House, de création futuriste, pour accueillir les plantes alpines, justement. C'est la 3e serre en importance du jardin de Kew. Elle a été conçue pour permettre une exposition maximum, sans pour autant surchauffer ces plantes, sur des plantes de montagne. Alors, des canalisations sous le sol permettent à l'air de le rafraîchir pour maintenir une température semblable à celle qu'on retrouve dans les montagnes. Ça, c'est des fleurs dans ce jardin. Le Water Lily House, c'est la serre la plus chaude et la plus humide des jardins Kew. Elle contient un grand bassin avec une grande variété de nénuphars géants. Les plantes grimpantes profitent de cet environnement chaud et humide. Pour des raisons évidentes, cette serre est fermée durant les mois d'hiver. Vous voyez, je vous ai parlé tantôt de cette plante de la Victoria amazonica. C'est cette plante-là qu'on voit ici. Et vous voyez que je vous avais dit que ça pouvait supporter le poids de 40 kilos sans caler. Alors, on peut supporter ce héron sans problème. Les sculptures dans le jardin de Kew. Alors, il en existe quelques sculptures dans les jardins.
Les plus célèbres sont les 10 statues d'animaux portant les écus pour marquer le long règne de la reine Élisabeth. Ce sont des statues en pierre surnommées des Queen's Beasts qui ont été installées à côté du Palm House. D'autres statues incluant un sommeur, celui-ci étant près du conservatoire de la princesse de Galles. Le compost des jardins. Kew fait un recyclage... Oh, excusez. Voyons. Précédent. Ah, excusez-moi. On est dans Shanghai, là. Un petit problème technique, là, on s'excuse. Ça nous rafraîchit la mémoire. C'est ça. Bon, on y arrive. Alors voici ça c'est les déchets végétaux, si on veut, produits par les jardins. Ils en produisent 10 000 mètres cubes par année. Alors ces déchets végétaux-là sont mélangés aux fumiers qui proviennent des écuries royales. C'est ainsi que 2000 mètres cubes de compost produits à chaque année servent à enrichir les sols des jardins de Kew. La conception paysagère. Les bâtiments, les collections de plantes et la conception de l'aménagement paysager des jardins botaniques de Kew forment ensemble un témoignage absolument unique sur l'évolution de l'art des jardins et de la botanique et par la suite qui a été diffusé dans le reste du monde. Kew a eu une influence considérable sur l'horticulture et la classification des plantes et sur la botanique économique qui s'est répandue à l'international. Ces Palm House et Temperate House vont servir de modèle aux jardins d'hiver à travers le monde. On peut se promener sur cette passerelle de la canopée qui est située à 60 pieds du sol pour avoir une vue imprenable sur ces merveilleux jardins. Dans ce parc magnifiquement aménagé, une promenade vous permettra de traverser des forêts, des champs et des parterres débordant de fleurs, une collection unique d'espèces végétales issues des climats les plus extrêmes de la planète est abritée dans les Trois Serres et surtout dans le Palm House. On va rentrer au Québec pour visiter le domaine Joly de Lotbinière. Le joli garçon que vous voyez à l'écran, il s'appelle Pierre-Gustave Joly. Il est originaire d'Épernay en France. Et en 1827, il lui vient l'idée de faire un petit voyage au Canada. De belle allure et doté d'une vaste érudition, il devient naturellement une vedette dans les salons chics de Montréal. C'est lors d'une de ses rencontres mondaines qu'il fait la connaissance de Julie de Lotbinière. Cette dernière conquiert le cœur de Pierre-Gustave. Il l'épouse l'année suivante. Après un voyage de noces prolongé en Europe, ça a duré 3 ans, les époux décident en 1830 de rentrer au pays afin d'exploiter la seigneurie de Lotbinière, dont Julie vient justement d'hériter de son père. En suivant les conseils avisés de sa mère, Julie reste la seule propriétaire du domaine, mais confie à son mari la gestion de toutes les opérations de la seigneurie. Pierre-Gustave, lors d'une première visite au domaine, a remarqué la pointe Platon. C'est une pointe qui avance dans le fleuve Saint-Laurent, en face de Port-Neuf. C'est donc le domaine est situé sur la rive sud du Saint-Laurent. C'est un site d'une rare beauté dont il se porte acquéreur, ce site étant connexe à la seigneurie de sa femme. En 1851, Pierre-Gustave fait construire une résidence d'été du nom de Maple House. Le fils du couple, Henri Gustave, ayant hérité du domaine de ses parents, fait son entrée en politique. Successivement, il sera député fédéral,
puis député provincial, et il va finir premier ministre du Québec en 1878. Son autre champ d'intérêt était la foresterie. Visionnaire, écologiste et environnementaliste avant l'heure, il remettra en question le mythe de la forêt inépuisable. En 1967, le Québec va exproprier la seigneurie, qui devient donc propriété publique, mettant fin à un régime vieux de 300 ans. Le manoir, ainsi appelé aussi la maison de la Pointe-Platon, est abandonné jusqu'au début des années 1980. Par la suite, le gouvernement va entreprendre la restauration de la maison. Située sur la rive sud du Saint-Laurent, entre les villages de Sainte-Croix et de Lotbinière, la Pointe-Platon s'avance de 6 km dans le fleuve. Elle fait dévier les courants du fleuve. Cette terre bénéficie d'un microclimat permettant la plantation de végétaux et d'arbres un peu plus exotiques. Le jardin de la commémoration. La restauration de ce jardin, qui avait été conçu par Henri-Gustave Joly de Lotbinière à la fin du 19e siècle, comprend environ 300 différents végétaux d'exception, ainsi que l'une des plus belles roseraies du Québec. La maison de la Pointe-Platon, ou j'y appelé Maple House, est devenue maintenant un centre d'interprétation, aménagé de manière à faire revivre aux visiteurs la vie culturelle des années 1920, c'est-à-dire d'il y a un siècle. La maison accueille au rez-de-chaussée une exposition permanente, au premier étage des expositions temporaires et la galerie d'art, tandis que dans les anciennes cuisines au sous-sol, on a aménagé la salle éducative. Le jardin, lui, est composé d'une immense allée de vivaces, du potager au jardin de tendance, des jardins de fleurs à couper et du jardin des sens. Au centre, sur une pierre du moulin à farine, on retrouve un cadran solaire qui indique l'heure. L'étang au Castor. Situé à proximité, il a été aménagé par les seigneurs au début du 20e siècle. Il doit son nom au castor qui, à l'état sauvage, avait construit un barrage. Le jardin d'expérience. Autrefois, le dernier seigneur des lieux, Alain Joly de Lotbinière, il faisait des recherches sur les végétaux. Aujourd'hui, on y retrouve un jardin de démonstration occupé par des plants d'ostas. Le jardin d'ombre et l'étang romantique. La prairie ronde est un vaste pré de 2 hectares où se retrouve le jardin d'ombre, propice au pique-nique, et l'étang romantique qui est magnifique par sa floraison printanière et ses végétaux en provenance des 4 coins du monde. La côte de la Pointe. Ce chemin permet d'accéder au fleuve et fournit l'occasion d'admirer les falaises de schiste. Le gouvernement du Québec a protégé une partie du marais qu'on y trouve en lui conférant le statut de réserve écologique. Le marais est un remarquable exemple de milieu humide du Saint-Laurent, lequel est soumis 2 fois par jour au jeu des marées. Henri-Gustave Joly avait assouvi sa passion forestière en plantant des allées dans la forêt ancienne des chênes rouges, des hêtres à grandes feuilles et des carriers ovales magnifiques qui pouvaient atteindre 40 mètres de hauteur, qui se démarquent par leur écorce qui pèle par larges bandes. Ce que vous voyez à l'écran, ce sont les jardins de la Villa Lante, qui se situe environ à 100 km de Rome, dans un village du nom de Bagnaia. C'est un des fleurons de la Renaissance italienne. Au 16e siècle, l'écrivain français Montaigne, qu'on voit ici à l'écran, a dit « Autant que je puisse m'y connaître, cet endroit certainement l'emporte de beaucoup sur bien d'autres par son usage et par son emploi des eaux. » Au 20e siècle, Mme Edith Wharton, une spécialiste des jardins italiens, a écrit quelque chose de semblable. Cette villa dépasse de loin en beauté de ses jardins toutes les autres belles maisons de plaisance italiennes.
Si la Villa Lante est si remarquable, c'est que pour la première fois dans l'histoire des jardins italiens, l'eau fait bien plus qu'organiser le paysage. Ici, elle forme à la fois l'ossature visuelle du paysage et commande sa visite. Cette villa, tout comme la Villa d'Este à Tivoli, était la résidence d'été d'un important homme d'église, le cardinal Gambara. Oui, mon Seigneur, qu'est-ce qui se passe, Steve? En tout cas. L'évêque de Viterbe. En 1568, il a passé à l'architecte Vignolé la commande que ce jardin soit aussi beau que celui du cardinal d'Este à Tivoli. Vignolé a réussi un jardin en flanc de colline en travaillant la transition entre les bois et la géométrie du jardin classique. Il va agrémenter le tout de fontaines exceptionnelles qui forment l'ossature de ce jardin classique. Hélas, en 1944, les jardins sont beaucoup endommagés par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Heureusement, à la fin du 20e siècle, Villa Lente a pu bénéficier des travaux de restauration nécessaires. Ça, c'est le cardinal Gambara. Ça, c'était son architecte paysagiste, M. Vignolé. Alors, ça, c'est le terrain et une des fontaines que M. Vignolé a créées. Ceci, c'est une fresque qu'on retrouve à l'intérieur de la villa qui montre le terrain et les jardins qui se trouvent sur les murs de la résidence. On sent que le jardin va en baissant. Il est en pente et que les deux bâtiments blancs se trouvent en bas de la colline. Alors, on va suivre le cheminement de l'eau. Alors, les jardins, de plus, ils sont entourés d'un parc boisé. À l'intérieur, l'espace est organisé selon un axe central, installé comme à la Villa d'Este sur plusieurs terrasses. On commence en haut de la colline. Il y a l'eau qui suinte dans la fontaine du déluge, à travers les interstices rocheux. À partir de ce point, les eaux vont alimenter la fontaine octogonale des Dauphins. Alors, l'eau continue à descendre. Ensuite, elle dévale la fabuleuse chaîne d'eau, qui est tout en pierre, et qui amène l'eau dans la fontaine des Géants. Étant pendant un court moment souterraine, les eaux ressurgissent plus bas dans la fontaine des Morts, M-A-U-R-E-S. Aujourd'hui, on entre sur le côté du jardin par la fontaine de Pégase. Juste au-dessus, du côté droit du jardin, se dresse le pavillon édifié du temps du cardinal Gambara. De ces deux petits pavillons symétriques, celui de gauche a été construit à l'initiative du neveu du cardinal qui a hérité de la propriété lors du décès de son oncle. Autour des fontaines et des pavillons, les broderies de buis dessinent de magnifiques arabesques sur lesquelles veillent quelques ifs. La Villa Lente était bien évidemment destinée à accueillir des promenades ainsi que des fêtes fabuleuses. Les bassins, les jeux d'eau, les cascades aux effets sonores et lumineux amusent et surprennent les visiteurs. La fabuleuse chaîne d'eau qu'on a vue tantôt, qui relie la fontaine du déluge à la fontaine des Géants, c'est une sorte d'escalier ourlé d'arabesques de pierre dans lequel l'eau scintille dans un délicieux tintement cristallin. D'autre part, la longue table de pierre du cardinal Gambara, traversée par une rigole d'eau courante, elle servait à rafraîchir les mets et les dîners lorsqu'il mangeait à l'extérieur. Et aussi, au bout du parcours, une des trouvailles de l'architecte Vignolé, c'est le magnifique parterre d'eau qu'on voit ici. C'est vraiment dans la région de Rome
que sont développés dans la seconde partie du 16e siècle les plus importants jardins de l'Italie, avec la Villa Farnese, la Villa d'Este et sans oublier bien sûr maintenant la Villa Lante. On va se déplacer maintenant du côté de l'Autriche. On est à Vienne. On est au jardin du Belvédère. Ce parc est un joyau de l'architecture baroque qui a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Lucie et moi avons eu le bonheur de le visiter en 2017, je pense. Alors, le palais, situé dans la capitale de l'Autriche, a été construit au début du 18e siècle pour être le domaine du prince Eugène de Savoie. Ce Eugène de Savoie-là était, évidemment, avec son nom, un Français, un militaire français, qui était allé se faire engager par le roi de l'Autriche et qui a été au service de la monarchie autrichienne pendant plus de 50 ans. Il va même devenir le chef des armées autrichiennes. Pour le récompenser de ses succès sur les champs de bataille, le roi va lui conférer le titre de prince. Il va lui faire cadeau d'un vaste terrain en bordure de Vienne où il pourra construire sa résidence. Alors, c'est un grand terrain rectangulaire, en pente légère, de sorte que le prince Eugène de Savoie va y construire 2 bâtiments, à chaque extrémité du terrain. Et on va parler, par exemple, d'un pavillon inférieur, celui qui est en bas de la pente, et le pavillon supérieur qui est en haut de la pente. En 1716, le pavillon du Belvédère inférieur d'un seul étage avec ses jardins exotiques et son zoo est fini de construire. Le pavillon du Belvédère supérieur, à l'autre extrémité de ce grand terrain, se termine en 1722. Il est un bâtiment plus important avec ses murs étincelants de stuc blanc et son toit en cuivre. Il devient une des merveilles de l'Europe. Le prince Eugène a fait aménager aussi des jardins baroques qui comptent parmi les plus beaux d'Europe et dont l'entrée est gratuite. Début mars jusqu'à la fin août, on peut admirer la floraison de 4000 plantes alpines au Belvédère supérieur, dans un des plus vieux jardins alpins au monde, créé il y a plus de 300 ans. Au jardin botanique adjacent créé par l'impératrice Marie-Thérèse en 1754, Marie-Thérèse s'est installée là après que le prince Eugène soit décédé. Elle a implanté des plantes locales et exotiques qui nous attendent. 11 000 variétés de plantes provenant de 6 continents sont ici cultivées et présentées sur 10 hectares à des fins de recherche scientifique, de protection des espèces et de détente. En outre, le jardin du Belvédère constitue un refuge pour 130 espèces d'abeilles et un véritable oasis de verdure en plein centre-ville de Vienne. C'est l'Université de Vienne qui voit à gérer et entretenir le jardin du Belvédère. Ce magnifique jardin à la française du Belvédère a été conçu par Dominique Girard, qui avait précédemment participé à la création des jardins de Versailles pour le roi Louis XIV. Le superbe parterre, qui relie les pavillons inférieurs et supérieurs, est composé de 3 terrasses, compte tenu de la pente du terrain. Le Kammergarten, où le jardin privé du prince était situé à l'écart, il était destiné à son usage exclusif. À l'origine, il y avait une orangerie qui pouvait être chauffée pour préserver les plants d'agrumes des rigueurs de l'hiver viennois. On ne peut parler du Belvédère et de ses jardins sans aborder le côté muséal de ce lieu, hors de l'ordinaire. D'abord, ses parterres et ses fontaines sont agrémentés de plusieurs élégantes sculptures. Il faut savoir que le lien entre le Belvédère et le monde de l'art avait été initié par l'impératrice Marie-Thérèse, qui, après le décès du prince Eugène, y avait fait transférer la collection nationale d'œuvres d'art, dont on voit ici quelques œuvres. C'est ainsi que le pavillon supérieur contient, entre autres, ce très beau portrait peint par Claude Monet, ainsi que la plus grande collection d'œuvres de ce magistral
peintre autrichien que fut Gustav Klimt, soit 24 de ses tableaux. C'est là que se trouve son fameux Baiser et sa Judith, deux de ses chefs-d'œuvre. Alors que le pavillon supérieur servait surtout aux réceptions et autres activités mondaines, le pavillon inférieur, lui, était la résidence du prince. Ce dernier pavillon et l'ancienne orangerie hébergent de nos jours des expositions temporaires. Les écuries qui abritaient jadis les montures de M. le Prince servent aujourd'hui à exposer des œuvres du Moyen Âge de la collection du Belvédère. Les jardins du Belvédère sont un haut lieu de paysagisme baroque. Devant le pavillon supérieur, on a placé un bassin de réflexion dans lequel se reflète ce superbe bâtiment tout blanc. 3 grandes terrasses et des bassins avec des fontaines relient le Belvédère supérieur à l'inférieur, le tout étant agrémenté de broderies et de petits arbres taillés en forme de cône. Ainsi que mentionné précédemment, le jardin privé était réservé aux maîtres des lieux et à ses invités. Alors voici de quoi avait l'air la résidence du prince Eugène de Savoie à Vienne. On va passer maintenant au jardin botanique de Brooklyn aux États-Unis. Permettez, je vais prendre une gorgée d'eau. Ce jardin a une superficie de 21 hectares. Il a été fondé en 1910 et accueille à chaque année 900 000 visiteurs. C'est le jardin botanique le plus fréquenté des États-Unis. Situé en plein cœur de la jungle urbaine, c'est un endroit où se reposer. Il est particulièrement reconnu pour ses variétés de plantes japonaises dans un espace appelé The Japanese Garden. Il s'agit d'une reconstitution miniature d'un véritable paysage japonais avec la maisonnette, les petites lanternes et son pont. Le jardin botanique de Brooklyn comporte d'autres espaces thématiques, dont le jardin des enfants ou celui des herbes, où on retrouve 300 variétés de plantes herbacées qui servent à des fins médicinales ou culinaires. Un jardin de parfums permet de redécouvrir la nature par les odeurs et a été spécialement conçu pour accueillir les aveugles et les malvoyants. Les 2 personnes qui ont été les concepteurs de ce jardin sont les fils de Frédéric Olmsted, l'architecte paysagiste lui-même qui a conçu le Central Park de New York et le Parc du Mont-Royal à Montréal. Ce sont ces 2 fils qui ont conçu le jardin botanique de Brooklyn. Alors, le jardin japonais de Brooklyn a été ouvert en 1915. L'étang de ce jardin qu'on voit à l'écran a été installé dans la fosse laissée par la fonte d'un iceberg à l'époque glaciaire. Ce jardin contient sur ses rives plusieurs types de fougères, de conifères et des arbres tels que les ginkgos, les magnolias, les ormes, les chênes, les noyers, ainsi que des rosiers, des marguerites et des chèvrefeuilles. Le printemps voit la sortie des bourgeons des cerisiers japonais, de la variété Sakura ou de la variété Kanzan. Les variétés Shirate et Takinio, contrairement aux variétés précédentes, produisent des fleurs blanches. Le jardin japonais occupe la partie nord de ce site. Son concepteur, M. Takeo Shirota, est arrivé aux États-Unis en 1907. Il a d'abord été engagé par ce jardin botanique pour réaliser ce jardin japonais qui constitue une œuvre majeure. Ouvert au public en 1915, tel que nous l'avons précédemment mentionné, voici un des dessins produits par M. Shirota à l'époque de la conception du jardin. On voit une photo du Tori, ce portique shinto, peint en rouge vermillon et planté dans l'étang. Je vais vous montrer quelques photos de différents éléments du jardin japonais, tels qu'une partie de ce pont en bois, cette lanterne en pierre et le pavillon sur les bords de l'étang. Ce jardin est modelé selon le jardin japonais de promenade, comme l'est celui du Jardin botanique de Montréal. Toutefois, des éléments relevant de d'autres styles historiques
y ont été incorporés. Quand on entre dans ce jardin, on aperçoit un panorama de cet espace composé un peu comme un peintre le ferait. Un pont en forme d'arche permet d'accéder à une petite île sur l'étang, où un prunier a été émondé pour paraître déformé par le vent et par son âge. Ce paysage idéalisé a été créé dans la tradition japonaise du Shizen, qui est l'art de faire paraître ce jardin comme s'il avait toujours existé comme ça. D'autres vues se présentent au promeneur, alors qu'il fait son chemin dans les allées tortueuses du jardin. On voit au sol les pétales roses des cerisiers qui sont tombés des arbres. Un peu plus loin, un petit sanctuaire shinto est érigé sur le haut d'une colline escarpée. M. Shiota, avant d'être engagé par le Jardin botanique de Brooklyn, avait conçu plusieurs jardins japonais dans des villas cossues de la région de New York. L'eau coule dans l'étang avec la remarquable cascade créée par M. Shiota, et les pierres autour, plutôt que d'être arrondies par le passage de l'eau, sont plutôt composées de rangs de schiste de Manhattan. Certains trouvent que ça ressemble à une grotte dans un jardin italien. En fait, c'est possible que les ouvriers italiens qui travaillaient sous les ordres de M. Shiota aient influencé son design. Des érables japonais et des cerisiers ont été plantés sur les rives de l'étang. Quand le jardin public a été ouvert au public en 1915, il a été instantanément la faveur du public. Il a été vraiment un succès et il est resté très populaire jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Là, ce qui est arrivé, c'est que l'antipathie des Américains face aux Japonais a mené à l'incendie criminel du temple Shinto en 1939 et la fermeture carrément du jardin japonais pour toute la durée de la guerre. J'ai lu que ce pauvre M. Shiota, son concepteur, avait été profondément bouleversé, qu'on s'en soit pris à son œuvre, et qu'il est tombé dans une profonde dépression. Il est décédé 2 ans plus tard. Après la fin de la guerre, un jardinier sino-américain a été engagé pour restaurer ce jardin. Il en a profité pour mettre sur pied la collection de bonsaï reconnue par le monde entier. En 1999, un investissement de 3 millions de dollars a permis de retrouver la splendeur initiale du jardin de M. Shiota. Depuis 1914, des enfants ont fait pousser des fleurs et des herbes au jardin botanique de Brooklyn qui encouragent les enfants à être des participants plutôt que de simples spectateurs dans des projets d'horticulture communautaire. Ici, des enfants de 2 à 17 ans peuvent planter leurs propres végétaux et en récolter les moissons sous la bienveillante supervision d'instructeurs qualifiés. Les adolescents qui sont acceptés dans le programme de formation qui dure 9 mois apprennent les rudiments de la botanique, de l'horticulture, des jardins urbains et des méthodes de préserver l'environnement. Ils développent aussi l'esprit d'équipe tout en approfondissant les facultés de communication. Les diplômés de ce programme pour enfants gardent souvent le contact avec le jardin botanique en approfondissant leurs connaissances en horticulture. En 2014, le jardin botanique de Brooklyn a reçu la médaille nationale des musées et bibliothèques en présence de Mme Michelle Obama à l'occasion de la fête du centenaire du jardin des enfants. Encore aujourd'hui, le programme de ce jardin est devenu une ressource communautaire vitale, emblématique de l'impact que ce jardin a eu sur plus de familles de Brooklyn et des environs. Oups. T'es rendu à la page 15. Excusez, problème technique. 20, t'es rendu à la page 20. Ah oui, c'est quoi? OK, d'accord. C'est la dernière. Excuse-moi. On va terminer la conférence en visitant le jardin botanique de Curitiba, au Brésil. Un petit air de samba. Ce jardin botanique se trouve dans la ville de Curitiba, qui est la plus grande ville du sud du Brésil.
C'est aussi la principale attraction touristique de cette ville. En 2007, voyez, le jardin est aménagé à la française, c'est assez évident dès le point de départ. En 2007, ce jardin a été l'endroit ayant reçu le plus de votes lors d'un sondage pour déterminer les 7 merveilles du Brésil. Il est aussi le symbole non officiel de cette ville, mais également de tout le sud du Brésil. Le premier jardin botanique de Curitiba a été le Passeio Público, ou le parc de promenade publique au 19e siècle. Ouvert pendant l'administration du maire Jaime Lerner en 1991 sur une ancienne décharge, il a été créé dans le style des jardins à la française. Vous voyez maintenant à l'écran une vue aérienne des jardins. Vous voyez que la conception géométrique des parterres et des fleurs était inspirée par le drapeau de la ville. Les serres faites de verre et de fer, dont la principale s'inspire du Crystal Palace de Londres qu'on voit ici, en 1851, ont été conçues par l'architecte Abrado Assad. C'est une serre où se reproduisent des plantes rares d'une superficie de 1500 mètres carrés. Les pins du Parava sont des espèces indigènes de cette région. Ce jardin contient de nombreuses plantes brésiliennes et celles d'autres pays. Avec ses plates-bandes bien découpées à la française et sa serre principale à l'aspect vaguement victorien, ce jardin est séduit par sa mission de conservation qui est remarquable. En effet, ce jardin possède une importante collection de plantes indigènes du sud du Brésil, dont plusieurs sont en danger d'extinction. Le personnel du jardin s'occupe aussi à introduire des espèces menacées dans leur habitat naturel. Le maire Lerner, qui a vu à l'implantation de ce superbe jardin dans sa ville, était aussi un architecte et un urbaniste visionnaire. Depuis 2008, le jardin invite les visiteurs de tous les âges au Jardin des Sensations, où ils peuvent apprendre davantage sur 60 espèces de plantes en utilisant l'odorat et le toucher plutôt que la vue. C'est un peu le même principe qu'on vient de voir au Jardin de Brooklyn. Ce jardin se présente sous la forme d'une piste longue de 200 mètres où les visiteurs sont invités à marcher les yeux bandés pour connaître certaines plantes aux odeurs, textures et aux formes diverses qui remplissent le parcours de ce jardin. Tous les éléments de cette piste sont identifiés aussi en braille. Ce jardin des sensations reçoit environ 5000 visiteurs par semaine. Ici, on voit c'est le tunnel des Glycines. Avec ses 600 mètres carrés, le jardin des plantes indigènes et comprend uniquement de la flore locale. Le musée, rattaché au jardin botanique, qui présente une collection de la flore nationale du Brésil, attire les chercheurs du monde entier. Cette collection inclut des spécimens des forêts près de l'Atlantique dans l'est du pays. Le jardin est plein de sentiers pour la promenade. Derrière le cerf, on retrouve la zone de 1320 mètres carrés dédiée à la protection de l'environnement. De l'autre côté du parc se trouve le musée botanique, dont je viens de parler. C'est un bâtiment en bois, dont l'entrée est interdite en passant par un pont de bois également. Ce musée possède le plus grand herbier du pays. Il contient plus de 333 000 spécimens. Le musée a développé un programme d'échange de matériel botanique avec 207 institutions dans le monde entier. Grâce à ce programme, il fait du musée botanique de Curitiba une référence internationale en matière de matériel botanique. Le musée reçoit à chaque année une moyenne de 400 visiteurs qui sont des chercheurs, des spécialistes et des étudiants diplômés. Annuellement, la collection du musée s'accroît d'environ 15 000 spécimens. Devant le bâtiment se trouve un étang avec des carpes, des tortues et des hérons. Autour du musée, il y a un lac. Donc, il y a aussi un auditorium, une bibliothèque, une aire d'exposition, un théâtre, des cours de tennis et même un vélodrome que vous voyez à l'avant-plan.
Ce jardin botanique et son musée sont un centre qui contribue à l'éducation environnementale, à la préservation et à la conservation de la nature. La plus récente serre construite en 2008 vise à faire la recherche, l'hébergement et la reproduction des plantes vivantes brésiliennes et en danger d'extinction, ainsi que des plantes ornementales indigènes du pays. Contrairement à la serre principale, elle n'est pas ouverte au public, comme elle sert à la recherche scientifique. Près des lacs du jardin, 200 plants d'arbres et arbustes originaires de la Sierra de Bar ont été mis en terre. À chaque année, en juillet, on voit ici le Prunus cerulata qui va fleurir. Il y a 30 arbres qui sont plantés le long du chemin qui mène au stationnement de l'autre extrémité du jardin. Alors voici la serre du jardin le soir. C'est sur ces mots, chers amis, que se termine la conférence d'aujourd'hui. Je suis très reconnaissant pour votre présence et votre attention de tous les instants. Si vous avez des questions ou des commentaires, je vous cède maintenant la parole.